Bonjour, ici Paul Vachon. Nous avons vu dans la capsule précédente la guerre d'Indochine, la guerre du Vietnam et très brièvement, malheureusement, le conflit au Cambodge. Ça marque une grande défaite du monde occidental. Mais c'est intéressant, c'est important dans le sens que toute guerre ne donne pas nécessairement les fruits qu'on voudrait qu'elle ait. Donc, il faut y aller de façon beaucoup plus prudente. Et de toute façon, les peuples aspirent à la liberté. Et c'est ce qu'on va voir avec l'émission d'aujourd'hui. On va parler des invasions russes dans son propre camp. Alors, c'est lorsque tu envahis ton propre camp, ça signifie que si les gens étaient heureux, ils se tiendraient tranquilles pour le moins. Alors, il y a sûrement quelque chose qui ne fonctionne pas dans le merveilleux modèle soviétique. On va voir plusieurs cas. L'effet sera redondant parce qu'écoutez, une insurrection, qu'elle soit en Allemagne, en Pologne ou en Hongrie, c'est une insurrection, avec à peu près les mêmes caractéristiques, les mêmes choses et malheureusement les mêmes conséquences. Mais ça nous enseigne quelque chose et c'est ce qu'on va voir. On va voir la République démocratique allemande en 1953, la Pologne et la Hongrie en 1956, Berlin, le fameux mur, en 1961, la Tchécoslovaquie en 1968 et l'Afghanistan, plus récemment, en 1979. Commençons avec la République démocratique allemande. On se souvient que l'Allemagne avait été divisée en quatre, ensuite divisée en deux, etc., là, et que Berlin, une enclave à l'intérieur de la partie la partie Est dominée par l'Union soviétique, Berlin est une enclave divisée en deux elle aussi, Berlin-Est, Berlin-Ouest. Alors, il y a un soulèvement populaire qui va éclater à Berlin-Est en 1953. Ce n'est pas un soulèvement populaire contre le communisme, c'est pas ça. C'est que les gens veulent des hausses, et ils refusent les cadences de travail qui sont imposées par le gouvernement allemand, qui, à son tour, se les fait imposer par l'Union soviétique. Ils refusent la collectivisation des terres, mais ils ne manifestent pas contre le communisme allemand. Ils manifestent pour avoir de meilleures conditions de travail. L'état de siège ne sera pas clamé. Les troupes soviétiques vont intervenir avec des chars. On va ouvrir le feu sur la population qui est désarmée. Il va y avoir plus de 50 morts. 3 000 personnes vont être arrêtées. 13 000 vont être emprisonnés. Résultat, 3 millions d'Allemands, sur une population, je crois, de 19 millions, mais peu importe, 3 millions d'Allemands vont fuir à l'ouest. C'est un succès militaire, entre guillemets. On a maté une insurrection, on a tué des gens. Mais écoutez, c'est loin d'être un grand succès, c'est un échec monumental. Quand la population fuit parce qu'elle ne veut pas vivre dans les conditions que tu lui donnes, ce n'est pas un très grand succès. Mais les Russes ont toujours le réflexe d'utiliser la violence et c'est ce qu'ils ont fait en 1953 en République démocratique allemande. Ça nous emmène quelques années plus tard, en 1956, ce coup-là en Pologne, en 1956. C'est un petit peu une répétition de ce qui s'est passé en 1953 en Allemagne de l'Est. Là encore, c'est une révolte du peuple polonais, mais contre le régime communiste de Pologne. Bien sûr que ça commence avec des revendications ouvrières, de meilleurs salaires, de meilleures conditions de travail. Mais les Polonais associent les conditions de travail à un régime qui laisse peu de place à la liberté d'expression notamment. Alors, sous les manifestations pour de meilleures conditions de travail, il y a aussi des manifestations contre le régime communiste. Le gouvernement polonais, malheureusement, va appeler l'armée en renfort et les Russes vont se faire un devoir d'intervenir avec 10 300 hommes et plus de 400 chars. Les résultats, bien sûr, ils vont être semblables aux résultats de la République démocratique allemande. 746 arrestations, 74 morts,
500 blessés. Là encore, une victoire russe, mais une victoire par la violence. Parce que les revendications, quand tu ne négocies pas, puis que tu ne donnes pas une partie de ce que le peuple demande, ça va revenir. Et c'est ce qui s'est passé en Hongrie. C'est un petit peu en crescendo. L'Allemagne, la Pologne, et ça va plus loin en Hongrie. La Hongrie, en 1956, c'est une révolte populaire spontanée contre le régime communiste. Ce régime-là, c'est un régime aux méthodes de Staline. Alors, Staline, tant et aussi longtemps qu'il est au pouvoir, on sait que c'est une dictature absolument horrible. Il est responsable de la mort de plusieurs millions de personnes en Russie. Et la Hongrie vit à peu près les mêmes problèmes, des pénuries de vivres, des pénuries de carburant, des pénuries de biens de consommation. On est obligé de faire la queue pour à peu près n'importe quoi. Alors, ça ne fonctionne pas. Et en même temps, bien, les Hongrois, même si on n'a pas les moyens de communication modernes qu'on a aujourd'hui, savent très bien que ce qui se passe à l'Ouest est beaucoup mieux. Le plan Marshall, même si à cette époque-là, il n'y en a plus, le plan Marshall a contribué à un développement rapide, un développement économique et social de l'Ouest, beaucoup plus intéressant que ceux qui vivent dans les pays de l'Est. À la mort de Staline, on pense qu'il va y avoir un mouvement de liberté et c'est ce qui donne espoir à des peuples. C'est pour ça qu'en 1956, il y a ces manifestations-là. Alors, ça commence avec des étudiants hongrois qui vont avoir des revendications politiques. Je vous en nomme deux parce que pour le monde soviétique, c'est tout à fait inacceptable. Le retrait immédiat des troupes soviétiques. Les troupes soviétiques occupaient les pays de l'Est pour s'assurer qu'elles étaient dans la bonne gouvernance, et la liberté de la presse et la liberté d'expression. Écoutez, tu ne peux pas avoir une liberté de presse et une liberté d'expression quand tu es dans une dictature. C'est absolument incompatible. Mais c'est selon les revendications, les revendications des étudiants hongrois. 100 000 personnes vont se joindre aux étudiants. Les étudiants vont expliquer la situation sur laquelle leurs revendications, et les ouvriers, le peuple, va se joindre à ces revendications-là. On va même occuper le siège du Parti communiste. Il va y avoir un nouveau gouvernement qui va être élu, le gouvernement de Imre Nagy, et ce gouvernement-là va prendre fait et cause pour les manifestants et va annoncer le retrait de la Hongrie du pacte de Varsovie, la fin du parti unique et des élections libres. Écoutez, pour les Russes, c'est tout à fait inacceptable. Ça ne se peut pas, tout simplement. Une situation comme celle-là n'aurait jamais existé du temps de Staline. Le nouveau dirigeant, c'est Nikita Khrouchtchev, et on va décider d'intervenir en Hongrie. Le gouvernement va demander l'aide des Nations unies et l'aide de l'Occident, et personne ne va bouger pour leur venir en aide. L'URSS va intervenir à Budapest avec des chars. La répression va être épouvantable. Là, c'est plus 50 morts, puis 70, là, c'est 20 000 morts. 160 000 personnes hongrois vont se sauver, vont se réfugier à l'ouest, et le premier ministre Imre Nagy va être arrêté et va être exécuté, il va être pendu après un simulacre de procès. Ce qui s'est passé en Hongrie, pour les Russes, devrait servir d'avertissement aux autres afin qu'on ne se révolte pas. On fait front commun, on fait partie du bloc de l'Est, du pacte de Varsovie, on ne bouge pas. On arrive en 1961. En 1961, la crise éclate à Berlin. Nikita Khrouchtchev, en 1958, un bref retour en arrière, Nikita Khrouchtchev a envoyé un ultimatum aux 4 pays qui occupaient Berlin, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui occupaient Berlin aux occupants, les sommant d'évacuer la ville dans les 6 mois. Évidemment que les Occidentaux ne répondront pas à ça, là.
ils vont faire fi de l'ultimatum russe. Alors, qu'est-ce qui reste aux Russes? Ou on attaque, mais là, on déclenche une guerre contre l'Occident. On n'est pas prêt à faire ça. Alors, ce que les Russes vont penser faire, c'est d'ériger un mur pour séparer Berlin-Est de Berlin-Ouest. Pourquoi faire ça? Écoutez, l'autre bord de la rue, là, tu es dans l'Ouest, ton niveau de vie est nettement supérieur au niveau de vie de l'Est. Il y a beaucoup de travailleurs allemands qui habitent la partie Est, qui vont travailler dans la partie Ouest. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Le salaire est différent. Alors, on voit que c'est beaucoup mieux et les gens fuient Berlin-Est pour se réfugier à Berlin-Ouest, puis ensuite de ça, s'en aller en Allemagne de l'Ouest. Entre 1949 et 1961, l'Est a perdu 2 millions de personnes au profit de l'Ouest. Puis je vous jure qu'il y en a très peu qui partent de l'Ouest pour s'en aller dans l'Est. Très, très peu. Alors, on veut endiguer les fuites. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ériger un mur. Au départ, le mur, là, c'est pas... les vestiges qu'on a du mur, là, c'est un mur immense, même un double mur avec des miradors et tout ça. Mais au début, c'était pas ça. Au début, on a tout simplement passé des fils barbelés. Des fois, c'était dans plein milieu d'une rue. D'un côté, c'est l'Est, de l'autre côté, c'est l'Ouest. Parfois, c'était une maison qui était en plein milieu de la frontière. Alors, on va murer les portes, on va murer les fenêtres, on va évacuer les gens, puis ça devient la frontière. Au début, c'est ça, mais très rapidement, l'érection du mur va changer. Ça va devenir un dispositif militaire avec 2 murs. Il n'y en avait pas juste un, il y en avait 2, de près de 4 mètres de haut. Écoutez, c'est 12 pieds, ça, et plus, là. Puis 14 000 gardes, 600 chiens, des barbelés. Bon, c'est infranchissable, sauf qu'il y en a beaucoup qui ont essayé de le franchir. Il y en a 5 000 qui ont réussi, il y en a 50 000 qui n'ont pas réussi, puis il y en a 136 qui ont trouvé la mort. Les gens ont essayé toutes sortes de moyens pour passer de l'Est à l'Ouest. Je vous le dis encore, il y en a très peu qui ont essayé de faire l'inverse. Lorsqu'il y a eu l'érection du mur, le président de l'époque, il s'appelle John Fitzgerald Kennedy, en 1961, va faire un discours à Berlin, et à Berlin-Ouest, bien sûr. Et ce discours-là, il va faire une petite phrase en allemand, « Ich bin ein Berliner ». Ça veut dire « je suis un Berlinois ». Autrement dit, les Américains, contrairement à ce que les Russes pensaient, ils n'abandonneront pas et ils sont prêts à faire front, à faire face aux Russes. Et d'ailleurs, une image célèbre qui est Checkpoint Charlie, où on voit les chars d'assaut américains d'un côté de la rue et les chars d'assaut soviétiques de l'autre côté de la rue qui se font face attendant un ordre qui déclencherait une 3e guerre mondiale. Heureusement, ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas arrivé. Mais le mur de Berlin, du côté des Soviétiques, on l'appelait le mur antifasciste pour empêcher l'Ouest de venir, ce que l'Ouest ne faisait pas, c'est-à-dire il n'y avait pas très peu de réfugiés de l'Ouest vers l'Est, là. Mais du côté de l'Ouest, on l'appelait le mur de la honte. On sait tous qu'il sera défait en 1989. Nous y reviendrons. Un autre événement dramatique a eu lieu en 1968. En 1968, il y a des élections en Tchécoslovaquie et il y a un nouveau dirigeant qui prend le contrôle du Parti communiste et qui est secrétaire général du Parti communiste. Il s'appelle Alexandre Dubček. Et Alexandre Dubček va définir une nouvelle gouvernance qu'on va appeler le socialisme à visage humain et qu'on va appeler après, avec toutes ces réformes-là, le printemps de Prague. Qu'est-ce que c'est? La suppression de la censure. Il va même autoriser les voyages à l'étranger. Imaginez-vous, c'est un bloc fermé, puis on autorise les voyages à l'étranger. La liberté de la presse, la démocratisation des institutions et la décentralisation de l'économie. C'est plus une économie étatique. Alors, les Russes sont extrêmement inquiets
Et de quelle façon vont répondre les Russes? Bien, les Russes vont répondre de la même façon qu'ils répondent toujours, par la violence. Alors, les Russes, ça fait longtemps qu'ils se préparent. Ils voyaient les réformes arriver en Tchécoslovaquie. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, et d'ailleurs, lorsque l'Union soviétique va s'écrouler en 1990, en 1989, des journalistes avaient demandé à Gorbatchev quelle était la différence avec les réformes qu'il proposait et le printemps de Prague, le socialiste à visage humain de Tchécoslovaquie en 1968, et il a répondu, la différence, c'est 19 ans. Alors, vous voyez qu'on peut gagner temporairement par la violence, mais on ne gagne jamais sur les idées. Dans la nuit du 20 au 21 août, il y a l'invasion de la Tchécoslovaquie, mais ce coup-là, pas juste par l'Union soviétique, par le pacte de Varsovie, dont d'ailleurs la Tchécoslovaquie fait partie. Alors, l'Union soviétique, la Pologne, la Bulgarie, l'Allemagne de l'Est et la Hongrie vont envahir la Tchécoslovaquie. On est un peu surpris en voyant la Pologne, la Hongrie et tout ça, parce qu'il y avait eu, eux autres aussi, des insurrections, mais n'oubliez pas, après les insurrections, les gens ont été matés, puis c'est des dirigeants autoritaires qui ont pris le pouvoir. Alors, ça représente 400 000 soldats, 6 300 blindés, 800 avions, etc. L'objectif, occuper les postes de radio, occuper les journaux, la presse, occuper les aéroports, puis occuper le gouvernement, physiquement. Et ça se fait très rapidement, dans quelques heures. Le gouvernement d'Alexandre Douchek est emmené à Moscou et va devoir accepter les conditions qui lui sont imposées par l'Union soviétique. Et d'ailleurs, à cette époque-là, c'est un nouveau dirigeant qui s'appelle Léonid Brejnev. Et Brejnev va dire à Alexandre Douchek, on n'est pas pressé, vous allez rester tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas signé. Ils n'ont pas de nouvelles de leur famille, ils sont des prisonniers du gouvernement russe et ils vont devoir signer une capitulation où on va mettre fin à toutes les réformes que la Tchécoslovaquie avait envisagées. Douchek va supplier sa population de ne rien faire, de ne pas riposter. Il va y avoir des manifestations, bien sûr, qui vont être organisées d'opposition, mais la résistance va être surtout passive. La colère est là. Les gens vont utiliser des moyens dérisoires. Là, écoutez, changer les indications pour les rues, puis des choses comme ça. Là. Mais il y aura pas... Il va y avoir quelques morts, une cinquantaine, mais il n'y aura pas ce soulèvement de masse. Sinon, la population aurait été totalement massacrée. Alors, toutes les réformes sont annulées. On va appeler ça la normalisation. 400 000 Tchèques vont quitter le pays. Et qu'est-ce que va faire l'URSS? Elle va remplacer Alexandre Douchek par Gustav Husak, qui est un dirigeant qui va s'aligner sur la politique dure et pure des Russes. Et tous les dirigeants du gouvernement de Douchek vont être destitués et Douchek va devenir un jardinier dans un parc public. C'est une catastrophe. Mais là encore, il y a des bonnes nouvelles. En 1989, lorsque Václav Havel va faire la révolution de velours, ça va être un retour exactement au printemps de Prague, au socialisme à visage humain. Et Douchek n'est pas décédé à cette époque-là, et il va voir, en quelque sorte, refleurir le printemps de Prague avec les réformes qu'il avait tant espérées. Et ce sera au tour de l'Union soviétique de s'écrouler. Malheureusement, aujourd'hui, avec l'arrivée de Poutine, elle revient en arrière. Un dernier conflit russe, encore une fois, qui va intervenir chez ses amis. C'est dangereux d'être ami avec la Russie en passant. Alors, c'est le conflit en Afghanistan. Qu'est-ce qui se passe? Bien, dans la nuit du 24 au 25 décembre 1979, l'Union soviétique va envahir l'Afghanistan. On cible les aéroports. Ce sont les troupes d'élite qui débarquent, vont s'emparer du président de l'Afghanistan,
qui était d'ailleurs, c'est un régime communiste, là, qui est un soutien à Moscou, mais qui s'en était un petit peu détaché. Alors, on va capturer le président, puis on va l'exécuter. Puis on va le remplacer par Babrak Karmal, qui est beaucoup plus proche des Russes. Alors, les Russes pensaient qu'en occupant l'Afghanistan, avec un président pro-communiste, avec une armée afghane communiste qui serait proche du pouvoir et que tout irait bien. C'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Parce que la population afghane a senti non pas une visite d'amis en Afghanistan, mais une invasion. Et en 1980, les Russes sont rendus 100 000 en Afghanistan et ils sont assiégés par la population. La résistance, une résistance nationale se fait face à l'occupant. Même une partie de l'armée afghane se révolte. Et là, la guerre va prendre un autre tournant que non seulement les Russes n'avaient pas prévu, mais que le monde n'avait pas prévu, c'est que les Russes vont non seulement combattre une partie de l'armée afghane, mais vont combattre aussi des gens qu'on va appeler des moudjahidines. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des combattants musulmans. Et les combattants musulmans, la guerre va se transformer petit à petit en une guerre sainte, qu'on va appeler la djihad. Et ça, ça n'existait pas auparavant, là. Pas en tout cas dans cette forme-là. On peut dire que les Russes ont été les premiers à aider le mouvement djihadiste à se former en ayant pour cible les mécréants, qui sont les Russes de foi orthodoxe. Les États-Unis vont soutenir les Moudjahidines en les armant de missiles solaires, les fameux Stinger, et les Russes vont avoir de plus en plus de difficultés et ne contrôleront plus les airs. Le commandant Massoud, qui est dans le nord de l'Afghanistan, organise la guérilla contre les Russes. Ce sont des combattants, des Moudjahidines, mais ce ne sont pas des fanatiques comme les djihadistes. Il va y avoir beaucoup de désertions au sein de l'armée afghane. Les États-Unis vont dépenser des milliards de dollars dans la guerre en aidant les Moudjahidines contre l'Union soviétique, mais l'Arabie saoudite va également s'en mêler et l'Arabie saoudite va envoyer des émissaires, notamment Abdullah Azzam, mais un autre qui va devenir très connu un peu plus tard, Oussama Ben Laden. Qu'est-ce qu'on va faire? On va organiser des camps de recrutement, on va lancer la djihad et la guerre va se transformer en guerre sainte. 15 000 blessés russes, 15 000 morts plutôt chez les Russes, 50 000 blessés, les pertes civiles afghanes, plus de 2 millions, 5 à 10 millions ont fui l'Afghanistan. C'est un désastre absolument monumental pour la Russie. Ils devront quitter l'Afghanistan et cette guerre-là va favoriser le retour, pas le retour, la venue plutôt des talibans. Et la venue des talibans va nous emmener dans un autre monde, celui qu'on a aujourd'hui avec le retour des talibans. Merci. À la prochaine.